Je suis arrivé sans prévenir pour rendre visite à ma fille. Elle était allongée sur le tapis près de la porte, vêtue de vieux vêtements usés. Son mari s'est essuyé les chaussures sur elle et a dit aux invités: C'est notre folle de domestique. Non. J'ai crié. J'ai fait un pas en avant et tout le monde s'est figé car l'un des invités a laissé tomber son verre et m'a regardé comme s'il avait vu un fantôme. Il y a 20 ans, je lui ai sauvé la vie. Pendant 4 heures, j'ai maintenu ses intestins avec mes mains sur la table d'opération. Il a juré qu'il me rendrait l'appareil. Le moment était venu, mais je ne savais pas encore l'essentiel. Je ne savais pas que ma fille avait épousé cet homme parce qu'il me ressemblait. Je ne savais pas que toute sa vie, elle avait cherché un homme qui la contrôlerait, l'humilierait, la détruirait. Parce que je lui avais appris que c'était ça, l'amour. Son mari s'est avéré être moi, juste plus bruyant, plus honnête. Et maintenant, pour sauver ma fille, je devrais d'abord admettre que c'est moi qui l'ai détruite. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne, mets un like à la vidéo et laisse-moi en commentaire depuis quelle ville tu m'écoutes. Revenons maintenant à l'histoire. Le taxi s'est arrêté à 300 mètres du manoir et le chauffeur a coupé le moteur. Pierre Moreau, chirurgien militaire retraité de 60 ans, a payé et est descendu au bord du chemin rural. Le vent d'octobre lui a frappé le visage, apportant l'odeur de feuilles pourries et de fumée lointaine. Le manoir se dressait sur une colline, entouré de portails en fer forgé et d'une haie impeccablement taillée. Il y a 1 an et demi, au mariage, il regardait Camille et pensait qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle méritait. Un mari jeune, prospère, courtois, une maison qui ressemblait à un palais. Mais depuis lors, Camille avait cessé de répondre aux appels. D'abord, elle ne décrochait pas, puis elle envoyait des messages courts qui devenaient de plus en plus rares jusqu'à cesser complètement. Il y a 3 semaines, Pierre a reçu le dernier message de sa fille, seulement 2 mots. Papa, aide-moi. Il a appelé immédiatement, mais le numéro était hors service. Et maintenant, il était là, sans prévenir, sans invitation, avec un froid dans la poitrine qu'il ne pouvait expliquer. Le portail était entr'ouvert. Pierre est entré sur le terrain et a avancé vers l'entrée principale. Il entendait maintenant la musique plus clairement, du jazz élégant, et les voix de nombreuses personnes. Dans la maison, il y avait clairement une fête. Il a sonné. Personne n'a ouvert. Pierre a fait le tour de la maison et a trouvé une petite porte de service qui s'est avérée ouverte. Un couloir étroit qui sentait les produits de nettoyage menait aux pièces principales. Pierre l'a parcouru et s'est retrouvé dans le vestibule du manoir. Et alors, il a vu sa fille. Camille était allongée par terre près de la porte d'entrée, directement sur le tapis décoratif. Bienvenue. Elle portait un t-shirt gris délavé et un pantalon de survêtement troué aux genoux. Ses cheveux, autrefois abondants et brillants, pendaient en mèches emmêlées et grasses. Elle ne bougeait pas, regardait juste le plafond avec des yeux vides, comme si elle ne voyait ni n'entendait rien autour d'elle. Les invités passaient près d'elle comme si elle était un meuble. Certains enjambaient ses jambes, d'autres la contournaient, sans regarder en bas. Et alors, du salon est sorti un jeune homme en costume gris, parfaitement ajusté. Pierre l'a reconnu. Julien, le mari de Camille, le gendre qu'il n'avait vu qu'au mariage. Julien s'est approché de la porte sans regarder le sol, s'est tenu directement sur Camille, sur son abdomen, et a commencé à s'essuyer les semelles de ses chaussures vernies. Il a frotté d'abord l'une, puis l'autre, comme si ce n'était pas une personne, mais un simple paillasson d'entrée. « Mesdames et messieurs », a-t-il dit à voix haute, s'adressant aux invités dans le vestibule. « Ne faites pas attention, c'est notre folle de domestique. La pauvre n'a pas toute sa tête, mais nous prenons soin d'elle. C'est notre façon de faire la charité. » Certains invités ont ri. D'autres ont hoché la tête avec une fausse compassion. Personne n'a protesté. Pierre était debout à l'entrée du couloir de service et le monde autour de lui s'est réduit à la taille de cette scène. Le corps de sa fille par terre, les chaussures lustrées sur son abdomen, les rires qui résonnaient comme le grincement du verre contre le verre. Il n'a pas crié, ne s'est pas précipité en avant. Il a fait un seul pas, juste un pas vers le vestibule. Et à ce moment-là, quelqu'un dans le salon a laissé tomber un verre. Le tintement du cristal contre le sol en marbre a fait tourner toutes les têtes.
À l'entrée du salon se tenait un homme aux cheveux gris d'environ 65 ans dans un costume bleu marine impeccable. Le verre de champagne gisait à ses pieds et une flaque dorée s'étendait sur le sol. Mais il ne le remarquait pas. Il regardait Pierre comme s'il avait vu quelqu'un ressuscité d'entre les morts. Pierre l'a reconnu aussi. Ses yeux, il les avait vus il y a 20 ans quand ils s'étaient ouverts, après une opération de plusieurs heures. Étienne Lefebvre. À l'époque, c'était un jeune entrepreneur qui avait subi un terrible accident sur une route de montagne. Rupture de la rate, lésions hépatiques, hémorragies internes multiples. Pierre avait opéré pendant 4 heures d'affilée, reconstruisant littéralement l'homme pièce par pièce. Quand Lefebvre avait repris conscience, il pleurait et répétait « Je vous revaudrai ça, quoi qu'il en coûte. Je suis votre débiteur pour le reste de ma vie. » Maintenant, cet homme se tenait au milieu de la fête et regardait Pierre avec des yeux remplis de terreur. Pierre Moreau, murmura Lefebvre, et sa voix trembla. Julien a levé la tête en entendant le nom et a regardé son beau-père. Pendant une seconde, son visage s'est figé et dans ses yeux a brillé quelque chose d'aigu et de dangereux. Mais ensuite, son expression a changé comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Et Julien a souri largement. « Papa, quelle surprise merveilleuse! Pourquoi n'avez-vous pas prévenu? Nous vous aurions reçu comme il se doit. » Pierre n'a pas répondu à l'étreinte. Il regardait au-delà de son gendre, vers sa fille, qui restait allongée par terre. Camille a lentement tourné la tête et l'a regardé. Dans ses yeux, il n'y avait pas de reconnaissance, seulement du vide et quelque chose qui ressemblait à de la peur. Camille a appelé Pierre, et sa voix était rauque. Elle a cligné des yeux une fois, 2 fois. Ses lèvres ont bougé. « Papa » a-t-elle murmuré si bas qu'il l'a à peine entendu. « Papa, tu es vivant ?» Julien s'est tourné vers les invités, souriant toujours. « Mes amis, excusez ce petit spectacle. Ma femme et son père ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Elle est un peu nerveuse. Vous savez comment sont les femmes, si émotionnelles. » Il a fait signe au garde près de la porte, et celui-ci a commencé à guider doucement les invités vers le salon. Les gens s'en allaient en regardant en arrière avec curiosité. Lefebvre ne bougeait pas, il restait debout à regarder Pierre, et dans son regard se lisait quelque chose qui ressemblait à une supplication. Julien s'est approché de Camille et l'a aidée à se lever. Elle bougeait comme une marionnette tirée par des fils invisibles. Ses bras pendaient inertes le long de son corps, et Pierre a vu les marques à l'intérieur de ses coudes. Petits bleus, traces de piqûres, beaucoup de traces. La sécurité a conduit Pierre à travers le vestibule jusqu'à une aile éloignée de la maison. Le bureau s'est avéré être une pièce spacieuse avec des panneaux de chêne au mur, un bureau massif et des fauteuils en cuir. Derrière les vitrines des étagères, il y avait des livres que clairement personne n'avait jamais lus. La porte s'est ouverte et Lefebvre est entré. Il avait l'air de 10 ans de plus que lorsque Pierre l'avait vu dans le vestibule. Il a fermé la porte derrière lui. « Pierre Moreau, je ne savais pas. Je vous le jure, je ne savais pas ce qu'il lui fait. Je pensais qu'elle était heureuse. Je les ai présentés. C'est mon péché. » Lefebvre s'est laissé tomber dans un fauteuil, comme si ses jambes refusèrent de le soutenir. « Ça a commencé il y a 2 ans. J'étais à un gala de charité. Julien y était aussi. C'est le fils d'un ancien associé. Nous nous sommes mis à discuter. Il a mentionné qu'il cherchait une épouse. Je me suis souvenu de votre fille. Elle travaillait alors dans une maison d'édition. Je l'avais vue quelques fois, intelligente, belle, modeste, l'épouse idéale. Il s'est tu, se frottant le front. Je les ai présentés, ils se sont plu. 6 mois plus tard, le mariage. Et puis, je suis parti en Europe pendant 6 mois pour affaires. Quand je suis revenu, j'ai commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles la jeune épouse de Julien était malade, qu'elle avait des problèmes de drogue. J'ai voulu leur rendre visite, mais Julien trouvait toujours une excuse pour refuser. Lefebvre a levé les yeux vers Pierre. Aujourd'hui, je l'ai vu pour la première fois en 1 an. Et je vous ai vu. Et j'ai compris qu'il lui fait la même chose qu'il a fait aux autres. Pierre a senti le froid dans sa poitrine se transformer en glace. Quels autres? Marianne, maintenant en clinique psychiatrique suisse, Julien est son tuteur légal et contrôle tout son patrimoine. Hélène, morte d'une overdose de somnifères.
Suicidio, a dit l'enquêteur. L'affaire a été close en 3 semaines. La porte s'est ouverte violemment et Julien est entré. Il souriait, mais ses yeux étaient froids et attentifs. Étienne, vous avez laissé les invités pour une conversation privée. Maintenant, s'il vous plaît, retournez auprès des invités. J'ai besoin de parler à mon beau-père en privé. Lefebvre a regardé Pierre. Dans son regard, il y avait quelque chose qui ressemblait à des excuses et à un avertissement. Nous nous reverrons, a-t-il dit à voix basse, et il est sorti. Julien a fermé la porte derrière lui et s'est tourné vers Pierre. Le sourire avait disparu de son visage. Bien, parlons d'homme à homme. Julien s'est adossé et a croisé les bras sur sa poitrine, observant Pierre avec l'expression de quelqu'un qui a la situation complètement sous contrôle. Asseyez-vous. Pierre ne s'est pas assis. Il est resté debout près de la fenêtre, les bras croisés. Que se passe-t-il avec ma fille ? Julien a soupiré avec l'air de quelqu'un qui doit expliquer des choses évidentes. Il a ouvert un tiroir du bureau, en a sorti un dossier et l'a posé devant lui. J'espérais que vous n'en arriveriez pas là. Voilà. Il a ouvert le dossier et l'a tourné pour que Pierre puisse en voir le contenu. Des rapports médicaux, des ordonnances, des photographies. Votre fille est malade. Trouble schizoaffectif provoqué par l'abus de substances psychoactives. En termes simples, elle s'est accrochée à la drogue 3 mois après notre mariage. Cocaïne d'abord, puis autre chose. J'ai essayé de l'arrêter, mais c'était trop tard. Les psychoses ont commencé, les hallucinations, les épisodes d'agressivité. Il a sorti une photographie du dossier et l'a tendue à Pierre. Sur l'image, c'était Camille, mais il était difficile de la reconnaître. Cheveux en désordre, yeux fous, bouche déformée par un cri. Elle était debout dans un coin d'une pièce, serrant un couteau contre sa poitrine. C'était il y a 8 mois. Elle a essayé de me poignarder. Elle disait que j'empoisonnais sa nourriture, que je voulais la tuer. Délire paranoïaque classique. Pierre a pris la photographie et l'a examinée attentivement. Son œil entraîné de chirurgien remarquait des détails. Pupilles dilatées, pâleur non naturelle de la peau, position du corps caractéristique de quelqu'un qui lutte contre la perte de coordination. Cela ne ressemblait pas à une psychose due à la cocaïne. Cela ressemblait à un empoisonnement. Je l'ai emmené chez les meilleurs spécialistes. Une clinique en Suisse, des professeurs d'Allemagne, tous disent la même chose. Changements irréversibles dans le psychisme. Il a sorti plus de documents du dossier. J'aurais pu la faire interner dans une clinique psychiatrique fermée. Mais j'aime votre fille, Pierre, malgré tout. C'est pourquoi je la garde à la maison, je lui fournis des soins, je paye le traitement. Pierre a posé la photographie sur le bureau. Pourquoi était-elle allongée par terre près de la porte ? Elle s'est couchée là elle-même. C'est une partie de son trouble. Parfois, elle refuse de se lever du sol pendant des heures. Les médecins appellent ça des épisodes catatoniques. Et le fait que vous vous essuyiez les pieds sur elle ? Julien est resté immobile pendant 1 seconde, et Pierre a vu comment l'irritation a brillé dans ses yeux. Je n'ai même pas remarqué qu'elle était couchée là. Vous imaginez à quel point c'est horrible ? Ma propre femme allongée par terre, et je suis tellement habitué que je suis passé sans regarder. Pierre est resté silencieux, traitant ce qu'il avait entendu. Julien mentait. Pierre en était aussi sûr que de son propre nom. Elle a dit que j'étais mort. Elle a dit que vous lui aviez montré une nécrologie. Julien a soupiré de nouveau. Et vous croyez une femme qui, hier, affirmait que le chat du voisin lui parlait en allemand ? Pierre, soyons réalistes. Camille ne peut pas distinguer la réalité de ses hallucinations. Il s'est levé et s'est approché du bar dans le coin du bureau. Il s'est servi du whisky dans un verre en cristal. Où étiez-vous l'année et demie dernière ? Elle a cessé de répondre à vos appels et vous vous êtes simplement résigné. Vous n'êtes pas venu. Vous n'avez pas vérifié. Pierre a senti comment ces mots touchaient juste parce que c'était vrai. Mais moi, j'étais à ses côtés. Chaque jour, chaque nuit. Quand elle criait à cause des cauchemars. Quand elle ne me reconnaissait pas. Moi, pas vous. Il a pris une gorgée de whisky. Alors avant de me juger, regardez-vous. Quel genre de père étiez-vous si elle ne vous a pas appelé à l'aide quand tout a commencé ? Pierre a serré les poings si fort que les ongles se sont enfoncés dans les paumes. Il voulait traverser la pièce et frapper ce misérable. Mais il se retenait parce qu'il comprenait que c'était exactement ce que Julien cherchait. Vous savez,
a continué Julien, et dans sa voix est apparue une nouvelle intonation. Camille m'a beaucoup parlé de son enfance, de vous, de votre femme, Claire. À la mention du nom de sa femme, Pierre a tressailli et Julien l'a remarqué. Elle m'a raconté comment sa maman avait peur de vous, comment elle marchait sur la pointe des pieds dans la maison pour ne pas déranger le grand chirurgien, comment elle pleurait la nuit dans la salle de bain, comment elle vous demandait de la laisser aller voir sa sœur, et vous disiez « Non, parce que ta place est auprès de ton mari ». Chaque mot tombait sur lui comme une pierre. Camille a dit que sa mère n'est pas morte d'une crise cardiaque. Elle est morte de vivre avec vous. Simplement, un matin, elle n'a pas voulu se réveiller. Taisez-vous. La vérité est inconfortable, n'est-ce pas? Julien s'est rapproché, et dans ses yeux dansait quelque chose de sombre. Vous me reconnaissez, n'est-ce pas, Pierre? Vous me reconnaissez parce que nous nous ressemblons. Je fais simplement la même chose que vous faisiez, mais ouvertement, sans prétendre. Il s'est arrêté à 2 pas de Pierre et l'a regardé directement dans les yeux. Alors si vous voulez savoir qui est responsable du fait que votre fille soit allongée sur le paillasson près de la porte, regardez-vous dans le miroir. Vous avez commencé, je n'ai fait que continuer. Pierre a frappé. Il ne l'a pas planifié. Son poing s'est lancé tout seul vers l'avant et s'est écrasé sur la mâchoire de Julien. Celui-ci a été projeté en arrière, a heurté le bureau avec le dos, a renversé le verre de whisky. La porte du bureau s'est ouverte violemment et 2 gardes sont entrés. Ils ont attrapé Pierre par les bras et les lui ont tordus derrière le dos. « Bien », a dit Julien en se relevant et en se frottant la mâchoire. Agression, incapacité à contrôler les émotions. Maintenant, il est clair de qui Camille tient. Il a fait signe aux gardes. « Voici ma proposition, Pierre. Vous partez aujourd'hui, retournez à votre vie. Je vous transfère de l'argent chaque mois. En échange, vous laissez Camille avec moi. Si vous refusez, je la fais interner en clinique psychiatrique fermée. J'ai tous les documents nécessaires. Mon parrain est juge à la Cour de cassation. Comment pensez-vous que ça va finir? » Ils ont expulsé Pierre. Un taxi attendait. En route, il a regardé la carte de visite. Au dos, quelqu'un avait ajouté à la main « Lefebvre. Aujourd'hui, 23 heures, rue de la Rivière 11. Je vous attends. » La maison de Lefebvre était un vieil immeuble entre des bureaux modernes. Lefebvre l'a fait entrer immédiatement. « Il y a 20 ans, vous m'avez sauvé la vie. J'ai juré que je vous le rendrais. Le jour est venu. Julien est mon péché. Je les ai présentés. Son père, Jacques Laurent, était mon associé. Il est mort il y a 3 mois d'un cancer. Avant de mourir, il m'a confessé la vérité. Comment Julien brise les femmes, comment il paie les médecins pour de fausses diagnoses, les enquêteurs pour fermer les dossiers. Il en était fier. Lefebvre avait un contact à la procurature. Ils avaient besoin de preuves. Analyse de sang de Camille, témoignages. Il y a une femme de ménage, Louise. Elle travaille là depuis le début. Elle a tout vu. Le plan était simple et désespéré. Pierre arriverait jusqu'à Camille, lui donnerait un antidote au poison, la sortirait. Lefebvre s'occuperait de la procurature. À 21 h, Pierre a rencontré Louise au marché. Une petite femme d'une 50aine d'années, effrayée. Elle a tout raconté, comment Julien donnait personnellement à Marianne des médicaments qui la détruisaient, comment il mettait quelque chose dans le thé d'Hélène. Dans les poubelles, je trouvais des fioles sans étiquette. J'ai voulu les garder, les montrer à quelqu'un. Mais il a remarqué que j'avais fouillé. Le lendemain, après la mort d'Hélène, j'ai trouvé un mot sur mon oreiller. Un mot. Silence. Avec Camille, c'était pareil. Il ajoute de la poudre blanche à la nourriture. Fait des injections chaque soir. Dit que ce sont des vitamines. Mais je vois ce qu'elles font. Elle ne reconnaît plus les gens, les mains tremblent, marche comme si elle était ivre. Il lui a montré le journal avec votre nécrologie. Elle a pleuré 3 jours. Louise a accepté d'aider. À 2 h du matin, changement de garde. 5 minutes sans surveillance. La porte arrière resterait ouverte. Chambre de Camille au 2e étage. 3e porte. Pierre est entré. Camille gisait dans le lit, pâle, presque sans vie. Il a vérifié le pouls, faible, mais régulier. Pupille dilatée. Sur les bras, nombreuses traces de piqûres. Sur la table de nuit, une fiole sans étiquette. Il a reconnu l'odeur.
Il lui a donné l'injection avec l'antidote. A attendu 10 minutes, 20. Et alors, Camille a ouvert les yeux. Papa, tu es vivant. Je suis vivant. Je suis venu te chercher. Louise est apparue. Vite. La garde est revenue tôt. Pierre a soulevé Camille. Elle était si légère, ne pesait presque rien. Ils ont parcouru le couloir, puis les escaliers de service étroits, vers le bas. La cuisine. Jusqu'à la sortie, il restait 10 pas. La lumière s'est allumée. Julien était debout contre le mur opposé avec un verre de vin. Il portait un peignoir et paraissait complètement détendu. Quelle scène touchante. Le père dévoué sauvant sa pauvre fille des griffes du vilain, comme dans un mauvais film. Louise s'est recroquevillée dans le coin, visage blanc comme de la craie. Louise, Louise. Julien a secoué la tête avec déception feinte. Je te traitais comme un membre de la famille. Je te payais le double, et c'est ta gratitude. Je n'ai rien volé, a murmuré Louise d'une voix tremblante. Tu as volé. Du moins, c'est ce que je dirai à la police quand ils trouveront les bijoux de ma femme dans ta chambre. Ils y sont déjà d'ailleurs. Je les y ai mis ce matin. Il s'est tourné vers Pierre. Et vous, Roberto, vous m'avez déçu plus que quiconque. Je vous ai offert une sortie digne. Argent, tranquillité. Au lieu de ça, vous avez décidé de jouer les héros. Sortez du chemin de la porte. Ou quoi? Julien a ri. Vous allez me frapper à nouveau? Mes gardes seront ici dans 30 secondes. Et cette fois, je ne serai pas si indulgent. Il a posé son verre et sorti son téléphone. Un appel, et vous allez tous les deux à la police. Violation de domicile. Tentative d'enlèvement de personnes incapables. Agression. Et Camille ira en clinique psychiatrique fermée. Elle n'est pas incapable. Elle est empoisonnée par vous, avec les mêmes drogues qu'avec Marianne et Hélène. Quelque chose a brillé dans les yeux de Julien. Délire. J'ai des documents signés par les meilleurs spécialistes. Et vous, qu'avez-vous? J'ai une analyse de sang de votre femme prélevée il y a 10 minutes. Demain matin, elle ira à un laboratoire indépendant. Julien s'est immobilisé, téléphone à la main. Pour la première fois, sa sécurité s'est fissurée. Vous bluffez? Vérifiez. La porte de la cuisine donnant sur l'entrée s'est ouverte violemment. Lefebvre est entré avec un manteau jeté à la hâte sur son pyjama. Derrière lui, un homme en uniforme du procureur avec un dossier dans les mains. Et 2 policiers en civil. Julien a fixé son parrain avec une expression d'incompréhension absolue. « Étienne, qu'est-ce que ça signifie ?» Lefebvre n'a pas répondu. Il regardait Julien comme on regarde quelqu'un qu'on voit pour la première fois et qui provoque la nausée. Le procureur a fait un pas en avant. « Julien Laurent, nous devons vous demander de nous accompagner pour déposer sur la mort de votre deuxième épouse, Hélène Martin. Nous avons des raisons de croire que sa mort n'était pas un suicide. » C'est absurde. Vous n'avez aucune preuve. L'affaire a été close il y a 4 ans. L'affaire a été rouverte, sur la base de nouveaux témoignages et de résultats d'une nouvelle expertise. De plus, nous avons reçu une demande de la clinique suisse où votre première épouse est internée. Les médecins expriment des préoccupations sur la nature de sa maladie. Julien a dirigé son regard vers Lefebvre. « C'était vous que mon père a sorti de la misère? Votre père est mort il y a 3 mois, a répondu Lefebvre d'une voix basse. Et avant de mourir, il m'a raconté la vérité. Sur Marianne, sur Hélène, sur tout ce qu'il vous a aidé à cacher. Il était fier de vous, fier du monstre qu'il avait créé. Il a secoué la tête. Et moi, pendant 20 ans, j'ai porté une dette envers l'homme qui m'a sauvé la vie. Et j'ai payé en livrant sa fille à un assassin. Aujourd'hui, je corrige cette erreur. Julien s'est précipité vers la porte arrière, mais le policier a été plus rapide. Une seconde plus tard, il était face contre la table de la cuisine, mains attachées derrière le dos. Les menottes se sont refermées sur ses poignets. « J'ai un avocat, j'ai des connexions. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. » Le procureur a fait signe au policier. « Vos connexions sont très occupées en ce moment à répondre à des questions sur leur propre participation dans vos affaires. » Ils ont emmené Julien vers la sortie. À la porte, il s'est retourné et a regardé Camille. « Tu es toujours à moi, par la loi. Tu ne vas nulle part. » Camille s'est redressée. Sa voix était faible mais ferme. « Je vais demander le divorce aujourd'hui, et je vais témoigner sur tout ce que tu m'as fait. Chaque pilule, chaque injection, chaque jour que tu m'as volé.
Elle a fait un pas vers lui. Tu disais que j'étais ta propriété, que j'étais le paillasson de la porte sur lequel tu t'essuyais les pieds. Maintenant, le paillasson, c'est toi. Et je passe dessus. Elle s'est retournée et s'est éloignée sans regarder en arrière. Les heures suivantes se sont fondues en une bande continue. Interrogatoires au procureur, examens médicaux de Camille à l'hôpital. À l'aube, Camille était allongée dans une chambre privée, connectée à une perfusion qui éliminait de son organisme les restes du poison. Pierre était assis à côté de son lit, tenant la main de sa fille. Dehors, le jour se levait, et les premiers rayons du soleil teignaient la chambre de ton doré. Papa. Camille a ouvert les yeux. Tu es encore là? Je ne vais nulle part, à moins que tu me chasses toi-même. Elle a souri faiblement, mais le sourire s'est éteint rapidement. Je dois te dire quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Tu n'as pas besoin. Repose-toi. Si, j'ai besoin. Elle a serré sa main. J'aurais dû le dire il y a de nombreuses années, mais j'avais peur. Peur de toi. Elle est restée silencieuse, lui donnant le temps de rassembler ses forces. Tu étais comme lui, a dit Camille, et sa voix n'a pas tremblé. Pas aussi cruel, pas aussi ouvert, mais pareil. Tu contrôlais maman chaque jour de sa vie. Tu décidais de tout pour elle. Ce qu'elle allait manger, ce qu'elle allait porter, avec qui elle allait être amie. Tu appelais ça de la protection, mais c'était une prison. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne s'est pas arrêtée. J'ai grandi dans cette prison. Je pensais que c'était normal, que toutes les familles vivaient ainsi, que l'homme devait contrôler et la femme devait obéir. Quand j'ai rencontré Julien, il m'a semblé familier, rassurant. J'ai reconnu en lui toi, et j'ai pensé que c'était bien. Camille, laisse-moi finir. Elle a levé la main. Quand maman est morte, je n'ai pas pleuré, tu te souviens? Tout le monde pensait que j'étais sous le choc, mais la vérité, c'est que j'étais heureuse pour elle. Heureuse qu'elle soit enfin libre. Et je te haïssais pour ça, pour ce que tu lui avais fait, pour ce que tu m'avais fait. Pierre a baissé la tête. Chaque mot tombait sur lui comme un marteau, mais il acceptait ses coups parce qu'il méritait chacun d'eux. Je sais, a-t-il dit finalement. J'ai trouvé ces journaux après l'enterrement. Je les ai tous lus, toute la nuit. 30 ans de notes. Des milliers de pages sur combien elle était malheureuse, comment elle me craignait, comment elle détestait sa vie, comment elle rêvait de fuir mais n'avait nulle part où aller, comment elle priait pour la mort. Il a levé les yeux vers sa fille, rempli de larmes. Je ne peux pas changer le passé. Je ne peux pas rendre à ta mère les années que je lui ai prises. Je ne peux pas effacer ce que je t'ai appris. Mais je peux reconnaître ma faute. Et je peux essayer d'être une personne différente. Si tu me donnes une chance. Camille l'a regardé en silence pendant longtemps. Dans ses yeux, il y avait la douleur accumulée pendant des années, et la colère qui ne trouvait pas d'issue, et quelque chose de plus. Quelque chose qui ressemblait à la fatigue de haïr. Je ne sais pas si je pourrais te pardonner, a-t-elle dit finalement. Peut-être que je ne le pourrai jamais. Mais tu es venu me chercher. Tu as tout risqué pour me sauver. Et tu as reconnu ce que tu avais fait, au lieu de te justifier. Elle a serré sa main plus fort. Ce n'est pas suffisant pour effacer le passé, mais c'est suffisant pour essayer de construire quelque chose de nouveau. Pierre a hoché la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Je veux te demander quelque chose, a continué Camille. Quand je sortirai d'ici, je ne veux pas retourner chez toi. Je veux vivre seul. Je veux apprendre à prendre mes propres décisions. Je veux découvrir qui je suis quand personne ne me dit quoi faire. Pierre lui a porté la main aux lèvres et l'a embrassé. Je serai prêt tout le temps que tu voudras, et je m'éloignerai quand tu me le demanderas. Je te le promets. Camille a fermé les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, son visage paraissait paisible. J'ai besoin de dormir. Tu resteras? Je resterai. Elle s'est endormie quelques minutes plus tard, et Pierre est resté assis à ses côtés, écoutant sa respiration régulière. Dehors, la ville se réveillait, et les sons de la rue se filtraient à travers la vitre, rappelant que la vie continue. Une semaine plus tard, Camille est sortie de l'hôpital. 1 mois plus tard, son divorce a été formalisé. 3 mois plus tard a commencé le procès contre Julien, et les témoignages de 3 femmes qu'il avait tenté de détruire sont devenus les preuves principales de l'accusation.
Marianne, qu'on avait ramenée de la clinique suisse, s'est avérée parfaitement lucide après qu'on ait cessé de l'empoisonner avec des médicaments. Son témoignage a été particulièrement bouleversant. Julien a reçu 15 ans. Ses avocats ont fait appel, mais l'appel a été rejeté. Les connexions dont il était si fier se sont évaporées comme de la fumée quand il est devenu clair que le défendre était dangereux pour la réputation. Lefebvre a vendu son entreprise et a quitté la ville. Avant de partir, il a rencontré Pierre et lui a dit qu'il se sentait enfin libre de sa dette. Non pas parce qu'il l'avait payée, mais parce qu'il avait fait ce qui était juste, même quand cela faisait peur. Louise a trouvé du travail dans une maison de retraite où personne n'avait entendu parler d'elle. Elle écrivait des lettres à Camille chaque mois, et Camille répondait à chacune. Et Pierre a appris à être un père différent. C'était difficile, plus difficile que n'importe quelle opération qu'il avait jamais faite. Il a appris à écouter au lieu d'indiquer, à demander au lieu de décider, à être présent sans étouffer. Chaque jour était une petite victoire ou une petite défaite, mais il ne renonçait pas. Un jour, 1 an après ces événements, Camille l'a invité à dîner dans son petit appartement. Elle avait cuisiné elle-même. Elle avait mis la table elle-même. Elle avait choisi le vin elle-même. Quand il est entré, elle l'a serré dans ses bras. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle l'a vraiment serré dans ses bras. Fort, comme on serre les personnes qu'on aime. Merci, a-t-elle dit, d'être venu alors, de ne pas être parti, d'être en train de changer. Pierre l'a serré en retour, et il a senti quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Ce n'était pas la rédemption, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas racheter. Mais c'était quelque chose qui ressemblait à la paix, à l'acceptation, à la possibilité d'aller de l'avant. Ils ont dîné et ont conversé jusqu'à tard dans la nuit, sur le passé qu'on ne peut pas changer, sur le présent qu'ils construisaient ensemble, sur l'avenir qui, pour la première fois depuis longtemps, ne faisait pas peur. Quand Pierre est parti, Camille l'a accompagné jusqu'à la porte. Sur le seuil, elle s'est arrêtée et a dit : « Tu sais ce que j'ai compris cette année ? Que le pardon n'est pas un moment, c'est un processus. Chaque jour, je décide à nouveau si je m'accroche à la douleur ou si je la laisse partir. Et chaque jour, cela devient un peu plus facile. » Pierre a hoché la tête. Moi aussi, je l'ai compris. Et je suis reconnaissant pour chaque jour où tu me donnes la chance d'être meilleur. Il est sorti dans la nuit et a marché dans la rue vers sa maison. La ville dormait, mais quelques fenêtres étaient encore éclairées. Et derrière chacune d'elles, il y avait une histoire propre, ses propres erreurs et ses propres victoires, ses propres monstres et ses propres héros. Pierre ne savait pas s'il était devenu un héros. Probablement pas. Mais il savait avec certitude qu'il avait cessé d'être un monstre. Et c'était plus qu'il ne méritait. Chers spectateurs, merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. C'était une histoire non seulement de sauvetage, mais de reconnaissance de ses propres erreurs. Que parfois, pour aider une autre personne, il faut d'abord se regarder honnêtement dans le miroir. Et qu'il n'est jamais trop tard pour changer, même quand on a déjà commis l'irréparable. Écrivez-moi dans les commentaires. Y a-t-il eu dans votre vie une situation où quelqu'un a reconnu sa faute devant vous ? Ou peut-être étiez-vous celui qui a trouvé la force de dire pardon pour quelque chose que vous aviez fait pendant des années ? J'aimerais beaucoup entendre vos histoires. Si ce récit vous a touché, mettez un like et partagez-le avec ceux à qui cela pourrait aussi importer. Et si vous voulez être parmi les premiers à connaître les nouvelles histoires, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Prenez soin de vous et de vos proches. Et rappelez-vous, l'amour n'est pas le contrôle. L'amour, c'est la liberté d'être aux côtés de l'autre. À bientôt pour les prochaines histoires. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.